session. Je vais partager mon écran pour une rapide introduction et une remise en contexte de notre session. Alors, hop. Tac, tac, tac. Et ça vous laisse le temps de vous approprier le chat. Alors, ok. J'imagine que vous ne voyez pas encore mon écran? Non. Ok. Donc, on va démarrer. Hop. Donc voilà, c'est bien les enjeux du live. On est en plein dedans. Hop. Ok. Est-ce que cette fois-ci, vous voyez bien mon écran? Je n'ai plus accès au chat, donc du coup, si c'est le cas, j'aurais besoin que quelqu'un couvre son micro, qui me dise oui, on voit bien ton écran. Oui, on voit ton écran. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, bienvenue dans cette session et ce live que nous allons avoir ensemble. Nous avons le plaisir d'accueillir Eva et Jean qui sont avec nous. Juste avant de démarrer et de faire connaissance avec eux, quelques principes, mais maintenant qu'on est bien habitué sur les principes de fonctionnement, du coup, bien penser à couper le micro, allumer votre caméra pour voilà, plus de convivialité, qu'on puisse se voir. N'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir poser vos questions. Je serai accompagné de Mathilde qui est avec nous. Et Mathilde pourra m'interrompre à tout moment pour justement se faire le relais de vos questions que vous aurez posées sur chat. Et puis le dernier petit icône qui est l'avion, c'est du coup penser à vous mettre en mode avion et de garder toute la concentration sur cette session-là. Et donc pas hésiter à couper les téléphones ou les emails, vraiment pour pouvoir profiter pleinement de cette heure qui nous attend. Donc je vous le disais, on va rencontrer Eva et Jean, cofondateurs respectivement de Lita.co et de Phoenix, et puis fraîchement élus à la coprésidence du Move. Juste avant de leur donner la parole, je vais reprendre la main et arrêter de partager. On va faire un petit sondage et on va utiliser le chat pour ça. Petit sondage sur du coup l'âge, pour savoir un peu quelles sont les tranches d'âge que nous avons dans cette visio. Et donc du coup, vous pouvez mettre dans le chat votre âge. Ça va vite. Ok. Trop bien. Donc on a une bonne diversité. Hop. Je vais mettre le mien aussi. Du coup, petit aperçu géographique. Vous pouvez mettre dans le chat votre région. Donc, dans quelle région vous vous situez en ce moment? Ok. Comme on est nombreux, le chat défile très très rapidement, mais du coup, on a aperçu une belle diversité de régions, pas mal d'Auvergne-Rhône-Alpes, d'Île-de-France, des Hauts-de-France, le Grand Est, la rive droite. Ok. Nickel. Et puis, dernier petit sondage aussi pour donner un peu les tendances sur, ça va être en quelques mots sur un projet professionnel que vous avez en ce moment et quel que soit l'âge que vous avez. Et donc, du coup, est-ce que vous avez envie d'être entrepreneur social, travailler dans une entreprise sociale, travailler dans un grand groupe, travailler dans une PME, travailler dans une TPE ou encore dans une institution ou si vous avez d'être artiste ou musicien, peu importe. Mais voilà, 2-3 mots en un mot-clé, hein, vraiment la dynamique dans laquelle vous avez envie de vous projeter, quel que soit l'âge que vous avez. Et pareil, ce qui va donner un peu à Eva et Jean aussi un peu une idée, hein, voilà, confirmer la diversité des âges, la diversité géographique et en même temps la diversité des projets professionnels. Super. Et pendant que vous continuez à partager, du coup, on va commencer à faire connaissance avec Eva et Jean. Je vais essayer d'organiser ce temps en 3 parties. Premier, l'idée, c'est de faire connaissance avec les personnes, hein, avec l'homme et la femme que vous êtes, et on fera rapidement, mais vraiment d'aller vous chercher vous en tant que personne. Dans un deuxième temps, ça va être
votre parcours d'entrepreneur et donc du coup cette posture que vous avez choisie qui est celle de l'entrepreneur, d'entrepreneur social. Donc ça sera le deuxième temps. Et la troisième, ça sera plutôt sur votre vision sociétale. Voilà, quelle vision vous portez pour la France, pour le monde, quels sont les leviers que vous avez identifiés pour améliorer le monde qui nous entoure pour le jour d'après, et donc vraiment échanger autour de ça. Ça vous va? Ok, top. Et Mathilde pourra en effet du coup aussi nous interrompre pour se faire le relais des questions que nous aurons dans le chat. Pour démarrer, du coup, peut-être on peut démarrer par toi, Eva. Je vous ai donné le défi de vous présenter à travers un objet. Donc, c'était un objet qui vous présente et qui vous symbolise vous. Et puis, alors un objet, c'est pas grave, ou une image, et un objet ou une image ou une citation qui peut présenter votre organisation. Et à ce moment, si Jean, toi, tu es partant, comme je vois que Eva est en train de chercher son objet, si Jean, tu es partant, du coup, on peut démarrer par toi. Ouais, salut à tous. Moi, je n'ai pas l'objet en question parce qu'il est compliqué, mais je l'ai dans la tête. Moi j'aurais choisi une boussole parce que j'ai mis du temps à savoir dans quelle direction aller. J'ai mis du temps à me repérer dans ma vie professionnelle, puisque j'ai commencé, moi, enfin, j'ai fait une école de commerce, donc j'étais à l'ESSEC après 2 ans de prépa. J'étais content de ce que j'y vivais en tant que personne, mais je trouvais que les cours manquaient un peu de densité, de profondeur et de dimension intérêt général. Donc, j'ai commencé à faire du droit jusqu'à la licence, puis ça ne m'a pas plu. Enfin, en tout cas, la matière m'a plu intellectuellement, mais les métiers qu'il y avait derrière ne m'excitaient pas beaucoup. Et j'ai fait un tour du coup à Sciences Po en affaires publiques, où j'ai passé 2 ans pour justement apporter cette coloration intérêt général. Donc tout ça pour dire que les étudiants, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes un peu paumé, si vous n'êtes pas au clair, moi c'était mon cas pendant très longtemps. Et puis j'ai commencé ma carrière dans la finance, donc j'ai fait 5 ans de banque d'affaires jusqu'à atterrir à 30 ans dans l'entrepreneuriat social. Et là, enfin, ça y est, je m'étais trouvé. Je trouvais que c'était au bon confluent de mes aspirations d'intérêt général, d'utilité publique, et une dimension quand même business, ou en tout cas social business, avoir de l'impact par l'activité économique, tout en servant une cause d'intérêt général. Donc, vous voyez, moi, je me suis perdu dans les méandres de l'éducation, premièrement. Et puis ensuite, je me suis perdu dans la finance classico-classique avant de trouver ma voie. Donc, voilà, pas de stress. Je vois que vous avez entre 19 et 25 ans, vous avez tout le temps de... Si vous êtes là déjà, c'est que vous avez une idée en tête, parce qu'un acteur va vous amener quelque part. Mais voilà, la boussole m'aurait aidé à me repérer plus vite dans la jungle de toutes les formations et de toutes les possibilités en sortie d'école. Trop bien. Et on pourra y revenir et répondre aux questions après. Sur un objet ou une image qui représente Phoenix. Alors là, moi, je ne suis pas allé chercher très loin. Je pense que je vais me rattacher au nom, à la symbolique, donc Phoenix, le Phoenix. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pense que tout le monde n'est pas au courant, mais dans notre nom, il y a 2 niveaux de lecture, un peu comme dans une fable de La Fontaine. Il y a le premier degré, et puis pour les enfants, et puis la dimension un peu plus philosophique pour les plus vieux. Donc nous, le premier, pourquoi j'ai choisi un Phoenix? Parce que Phoenix, c'est évidemment une allusion à ce qu'on fait des produits, qui sans nous finiraient à la poubelle, en instruction, en incinération, et ne seraient jamais valorisés. Et grâce à nous, ces produits ont une seconde vie. Donc ça, c'est le premier nom de Phoenix. Le niveau le plus évident, c'est une allusion à notre activité anti-gaspillage. Mais il y a un deuxième niveau pour les initiés, c'est que nous, notre aventure entrepreneuriale, et là aussi, si ça peut être un retour d'expérience utile pour les wannabe entrepreneurs, elle a commencé dans la douleur. Donc elle a commencé par une crise de gouvernance. On était 3 associés. Et puis pour être très transparent, ça s'est assez mal passé avec l'un des 3. Et du coup, ça c'est une leçon aussi, un retour d'expérience que j'ai pour vous, c'est qu'il faut s'accrocher. L'entrepreneuriat, c'est pas aussi simple qu'on le voit dans les interviews, dans les grands médias ou à la télé. C'est aussi beaucoup d'embûches. Donc nous, on a commencé comme ça. Et donc Phoenix aurait pu mourir, mais finalement, s'est relevé de cette crise de gouvernance. Et de 3 associés, on est passé à 2. Et on a fini par bien rebondir, parce qu'on y reviendra. Mais aujourd'hui, on est plutôt très content de la trajectoire qu'on a, mais ça aurait pu moins bien se passer. Donc voilà. Ah ouais, je me rappelle de cette époque-là. Voilà. Et vous avez en effet bien rebondi. Et en effet, voilà, dans une équipe, ça se passe voilà, pas toujours bien. Et donc, du coup, c'est vrai que ça peut être l'occasion, si jamais il y a des entrepreneurs qui se posent des questions sur la dynamique d'équipe, je trouve que tu as un retour d'expérience intéressant. Eva, du coup, tu es avec nous. Pareil, est-ce que tu as voilà, un objet, une image, une chose pour te présenter toi et présenter ensuite Lita.co? Ok. Alors, désolée, j'avais mis ma petite pile à côté de la table. Du coup, j'ai pris 3 objets que je trouve assez signifiants.
Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir montrer que la partie dont on est parfois le plus fier et qui pour nous représente un modèle suffisamment universaliste. Et du coup, voilà, là c'est une petite photo de ma bat mitzvah. C'est un événement qu'on fait à 13 ans dans la communauté juive et qui, en fait, me révèle le fait que c'est quelque chose qui était quand même très fort dans mon évolution. J'ai fait longtemps des études talmudiques, etc., en parallèle de l'école laïque et républicaine, hein, et que j'ai voulu complètement mettre ce moment de ma vie derrière moi. J'ai vécu une rupture très, très importante avec la religion à mes 16-17 ans, qui était pour moi quelque chose qui m'asservissait en tant que femme, qui ne permettait pas un certain universalisme de la pensée et qui vendait pas forcément la société que je le souhaitais. Et en fait, du coup, cette espèce de schizophrénie, je l'ai vécue pendant longtemps. Et puis, plus récemment, je me suis reconnectée avec cette partie, cette spiritualité, en essayant de poser la question à comment est-ce qu'on met ces textes et quand même la beauté et la spiritualité plutôt au service de l'intérêt général. Et que j'ai du coup beaucoup lu des penseurs comme Lévinas ou autres qui utilisent ces concepts extrêmement en fait forts et responsables et sociales en fait de la religion juive, qui sont la responsabilité pour autrui. Par exemple, quand on fait quelque chose, on doit être sûr de l'impact que ça a pour les autres, etc., mais qui les applique à l'ensemble de l'humanité. Donc voilà, moment reconnexion avec moi-même et avec vous. Et puis ce bouquin ce philomag que je vous conseille tous, qui est assez facile, La puissance des femmes, en fait, qui révèle toute l'histoire en fait philosophique féminine qui a été mise de côté par le récit, mais qui était fondamentale en fait dans la structuration de la pensée, qu'on a trop oublié et qui est un de mes combats, que les femmes en fait, et c'est quelque chose que j'essaie d'incarner, puissent avoir voix au chapitre et surtout que ça puisse se voir et s'entendre et marquer l'histoire et qu'on ne soit pas relégué au second plan de l'histoire quand on y a participé, on ne peut plus. Voilà, ça c'était pour me présenter à travers des objets. Voilà. Et pour Lita.co, est-ce que du coup, tu as un objet ou quelque chose qui nous permettrait pour ceux qui ne connaissent pas encore? Oui. Alors, en fait, je voulais montrer les plusieurs phases de Lita.co avec 3 ouvrages. Un qui est La théorie du tube de dentifrice, qui est un bouquin de Peter Singer, en fait, qui reprend le passé de l'activiste André Spira, qui a montré en fait qu'on peut déplacer des montagnes. Le mec, il a réussi à vraiment faire plier McDo, l'FBI, etc., avec une technique d'activisme assez intéressante. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, où on a l'impression parfois d'être peu à vouloir agir pour transformer ou être peu à vouloir, en tout cas, prendre vraiment des risques, parce que beaucoup de gens veulent agir, tout le monde a conscience des problématiques sociétales, écologiques, mais c'est pas tout de devenir vraiment un activiste et de du coup prendre des risques économiques, financiers sur sa vie. Théorie du tube de dentifrice. Et donc, du coup, ça donne pas mal d'espoir sur la capacité qu'a un ou plusieurs individus à vraiment faire bouger les lignes, mais au niveau vraiment global. Donc ça, pour moi, ça incarne l'ITA parce qu'on veut donner cette idée aux gens. L'ITA, c'est une solution qui permet aux particuliers de s'investir dans des entreprises sociales que vous allez porter ou d'entreprises écologiques. Et en fait, voilà, pour nous, leur montrer que leur action financière et du coup leur action aussi de participation extrêmement fondamentale pour montrer des nouveaux rôles modèles entrepreneuriaux, etc. Le deuxième, c'est Vandana Shiva, qui est une écosféministe, le 1%, reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches. Pour nous, c'est aussi une valeur fondamentale de l'ITA. On qualifie comme étant un peu les Robins des Bois de la finance, et de vouloir un peu casser cette théorie des 1% selon laquelle, en fait, l'économie appartient aux plus aisés et c'est eux qui en récoltent les fruits, et de rendre, en fait, l'économie et la finance participatives et accessibles au plus grand nombre. Donc ça, c'est fondamental dans notre développement. Et le dernier, c'est, on ne le présente plus, le Capital et idéologie de Thomas Piketty, parce que, en fait, avec l'ITA, c'est un projet entrepreneurial, mais c'est aussi un projet politique pour nous, parce que c'est vraiment repenser la manière dont doit fonctionner le capital dans un après-capitalisme libéral. Donc, en fait, avec l'ITA, on expérimente un nouveau projet de société pour nous,
autour du capital, mais différents, écologiques, partagés, participatifs, et on essaie de voir comment est-ce que ça peut fonctionner, un capital coopératif, etc. Donc voilà les trois Trop inspirations. bien. Super, merci beaucoup Yva. Ce qui est assez marrant dans vos parcours à tous les deux, c'est que alors vous avez pas mal de points communs, mais vous avez fait un cheminement inverse. Du coup, Jean, toi, tu as démarré dans la finance et tu as basculé du coup du côté de l'entrepreneuriat et de l'engagement. Et toi, Eva, du coup, toi, tu as démarré par l'engagement associatif et le militantisme associatif et ensuite tu as shifté, tu as switché, pas complètement, il y a une continuité, mais dans la finance. Du coup, est-ce que vous pouvez revenir sur ce, justement, est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez des questions que vous êtes posées? Qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas voilà, dans le sens que vous avez choisi? Ouais, avec plaisir. Donc, moi, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé une carrière dans un univers assez classique, voire même assez caricatural, en tout cas au cœur du système capitaliste, puisque je faisais ce qu'on appelle des fusions-acquisitions dans une grande banque américaine qui s'appelle Merrill Lynch, qui fait en gros fusionner des boîtes du CAC 40 ou faire des acquisitions pour des grosses entreprises sur des valorisations qui sont en général au-dessus du milliard d'euros. Donc, c'était un boulot qui était super intéressant d'un point de vue intellectuel parce que toujours dans un univers assez confidentiel, des univers stratégiques, toujours en lien avec des grands patrons, des grands dirigeants et des grands décideurs. Et on faisait souvent sur les dossiers qui font la une de la Tribune ou des Échos, donc tu as l'impression de reconfigurer un peu le paysage industriel français. Mais ça manquait, donc je n'ai pas craché dans la soupe, hein, c'était une bonne formation assez méritocratique en plus, parce que les banques américaines, c'est moins politique qu'en France, et c'est plutôt bien fait. Mais moi, ça manquait de sens. Donc, bon, pourquoi j'ai changé? Parce que je voulais justement aligner mes aspirations perso et ce que je vivais dans ma vie privée avec mon quotidien professionnel. Et je ne pouvais plus être en décalage entre ce que je faisais dans ma vie, ma formation, mes aspirations et puis ce que je vivais au quotidien. Donc, après avoir passé pas mal de mois et de trimestres à me plaindre auprès de mes potes en disant bah oui, j'aime bien ce que je fais, en tout cas, je suis bien traité, bien rémunéré, j'apprends vite et je sens que je suis avec des gens intelligents, mais par contre, c'est un peu vide de sens et vide d'impact. Et ben, à force de me plaindre, j'ai fini par franchir le pas. Et il faut un peu de courage parce qu'à 30 ans, quand on commence à s'habituer à un train de vie, à des rémunérations confortables, à parfois des trucs aussi bêtes que des plateaux de sushi le soir au bureau ou des taxis tout frais payés et plein de petits à côté qui font que c'est dur de les quitter. Et après, quand on commence aussi à avoir une vie de couple, éventuellement des enfants ou pas, mais des emprunts immobiliers, tous ces trucs-là, bah, c'est dur de dire bah, je vais repartir à zéro sur une aventure entrepreneuriale ultra risquée, sans garantie de salaire et avec beaucoup de chances que ça plante, comme beaucoup d'entreprises. Donc voilà, il y a un côté un peu crise d'adolescence à retardement ou crise de la quarantaine anticipée. En tout cas, il y a un côté un peu soit idéaliste, soit comment dirais-je, un peu inconscient, quoi. Mais moi, je suis content de l'avoir fait. Et du coup, j'ai commencé en 2012-2013 à me dire que j'étais plus heureux dans mon boulot et donc à commencer à réseauter un peu, à grenouiller dans l'écosystème de l'entrepreneuriat social, notamment via le Move d'ailleurs. Il y a le Move et via aussi Entropia à l'ESSEC. Et puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai rencontré mes associés actuels par bouche à oreille, par réseau, et qu'il m'est apparu que l'entrepreneuriat social et la thématique du gaspillage alimentaire étaient des bons terrains de jeu pour développer mon prochain projet. Trop bien, et on y reviendra après sur, justement sur le parcours plus entrepreneur. Eva, toi, comment t'as shifté et tes déclics sont venus d'où? Voilà, c'est quoi ton raisonnement? Je ne suis pas passée du social à la finance Merrill Lynch non plus. Hein. C'est vrai. mais... Bien sûr. Non, je plaisante, mais là, une vraie continuité, ouais, non, t'as raison. On a dit que j'avais fait le chemin inverse. Bientôt, BlackRock. Non, mais c'est vrai que par contre, moi, j'ai effectivement commencé dans le milieu associatif et dans le milieu plus politique parce que je viens de l'Est parisien et que la politique et l'engagement politique, à l'époque où j'ai fait le lycée, c'est plus trop le cas, mais il y avait encore des sections, les jeunes étaient encore engagés dans les partis, etc. Et c'était quelque chose qui était très fort. Et c'est vrai que l'activisme ne pouvait passer que par la politique. Ensuite, il y avait aussi l'engagement associatif. Donc, moi, j'ai monté une ONG franco-africaine dans le domaine de l'éducation. J'ai fait pas mal d'engagements éducatifs en France aussi dans des associations.
Et je faisais de la musique et j'étais plutôt partie pour voilà, avoir un futur un peu politique engagé, artiste, activiste, etc. Sauf que, bizarrement, à côté de tout ça, j'étais très bonne en maths. C'était d'ailleurs un des rares trucs sur lesquels j'excellais plutôt. Et la philo, le reste, ça m'intéressait pas beaucoup. Moi, j'ai eu mon bac au rattrapage. Enfin, j'étais vraiment un peu un élève pas forcément très discipliné. Et sauf qu'en fait, j'ai eu mon bac en 2008 et je sais pas, parce que ma mère m'avait demandé, j'avais mis une prépa dans la PB, là, mais j'étais pas forcément à même de vouloir travailler, enfin faire ces études-là, sauf qu'en fait, en 2008, il y a eu la crise financière et j'ai vu comment les partis, comment les associations, comment la société civile a réagi. Et surtout, j'ai vu à quel point les gens ne comprenaient strictement rien et à quel point je ne comprenais strictement rien à comment un phénomène qui se passait dans une place financière américaine pouvait avoir une répercussion si forte sur les économies mondiales, aussi forte même que certains attentats internationaux ou des événements géopolitiques très forts ou même des choses qui se passaient dans notre propre pays. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait un problème que si on voulait vraiment transformer le paradigme et travailler sur les écarts de richesse, et travailler sur une économie plus durable, etc., et ben, ça devait se faire au niveau financier, qu'au niveau associatif, je risquais de ne pas pouvoir vraiment transformer le modèle et qu'il fallait casser cette machine de la finance. Et ça m'intéressait beaucoup. Je lisais beaucoup des choses de Gunther Anders, etc., qui parlaient de la machine économique mondiale, etc. Et du coup, je me suis dit, voilà, il fallait travailler sur ce secteur financier. Donc, pour le bonheur de mes parents, j'ai du coup accepté j'ai fini en prépa ENS Cachan, qui était une prépa qui faisait maths éco et philo et qui permettait d'accéder à Normal Sup en économie. Sauf que, en fait, du coup, à ce moment-là, je voulais pas forcément travailler dans le secteur financier, je voulais plutôt travailler dans la recherche ou dans les politiques financières, etc. Je me suis très mal entendue avec le directeur pas de thèse, mais le directeur de l'entretien, directeur de Normal Sup. On s'est embrouillé parce qu'il a questionné tout l'activisme qu'on pouvait faire au sein du secteur économique en disant que c'était... Bref, donc du coup, je me suis fait complètement recaler et j'ai eu des équivalences en école de commerce grâce à l'accessibilité à Normal Sup. Et c'est grâce à ça que j'ai pu intégrer le Lyon. Voilà. J'étais vraiment une élève pas forcément disciplinée. J'ai atteint une grande école. Enfin, c'était un petit peu inédit, mais j'étais pas si contente que ça parce que pour moi, ce milieu-là incarnait tout ce qui me répulsait, l'univers du business, non réflectif, pas du tout activiste, très passif, très apathique, etc. C'est ce que d'ailleurs j'ai dit à la personne de l'AME au téléphone, en disant que je ne pensais pas que j'allais convenir à cette école et que c'était pas sûr que j'intégrais. Et c'est là qu'elle m'a fait découvrir en bonne marketeuse, mais aussi parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, le milieu de l'entrepreneuriat social, qui était pour moi extrêmement étranger. Je ne savais pas qu'au niveau entrepreneurial, on pouvait aussi s'engager. Donc du coup, derrière, je me suis documentée et c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat social et que j'ai décidé ensuite de mêler l'entrepreneuriat social, qui est pour moi un activisme des plus forts et les plus concrets aujourd'hui, si on veut changer les choses, si on veut lutter contre la machine économique, etc. Le secteur financier, qui du coup pour moi est responsable tellement de mots de grand public, et c'est quelque chose sur lequel peu de gens travaillent, je trouve encore aujourd'hui, alors que c'est structurant. Et moi, je suis surprise qu'on n'ait pas plus de concurrents, qu'il n'y ait pas plus d'acteurs qui travaillent sur ce secteur-là, mais vraiment en profondeur. Et qui soit peu compris, et du coup le côté aussi politique en impliquant les citoyens dans ce modèle. Donc voilà, l'ITA permettait vraiment d'englober ces trois engagements que je voulais avoir dans mon monde professionnel. Voilà. Trop bien. On va y revenir peut-être juste avant de prendre quelques questions. On va faire un Fast and Curious. Et donc, du coup, ça va être assez simple. Je vais vous donner en fait des choix binaires et de la manière la plus spontanée possible. Du coup, vous allez indiquer votre choix. Ça marche? Et donc, ça va être une manière de. On a déjà eu quelques réponses, mais ça va être une manière d'apprendre à vous connaître un peu plus. Si je vous dis salé ou sucré? Moi, 100% sucré. Je suis gourmand. 100% salé. Okay. Je trouve que je mange le salé même le matin. Tête dans les nuages, les pieds sur terre? Pieds sur terre. Tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. En retard ou en avance? Retard, systématique. À l'heure. Mais en avance sur la vision sociale et écologique. Yes. Ok. Lundi ou vendredi?
lundi comme une grosse workaholic. J'avoue, c'est Ouais, pas lundi comment aussi. le week-end commence. Ok. Utopiste, réaliste? Non, plutôt utopiste. Il faut être utopiste pour croire que le secteur financier peut vraiment changer. Moi, je dirais réaliste. Réaliste, c'est possible. Quantité, qualité? Quantité. Ouais, quantité, parce qu'il faut essaimer. Ouais. Done is better than perfect, comme on dit. Faut pas vouloir faire trop de. Focus détail ou focus big picture? Big picture. Big picture aussi, ouais. Ouais, on est tous les deux des. Bien On est sûr. la partie big picture de nos boîtes. On a des focus détails dans nos boîtes qui savent nous arrêter quand il faut. Open space ou bureau perso? Open space. Un peu des deux. Préparé ou improvisé? Impro. Plutôt improvisé. Ouais. Plutôt improvisé. Écrit ou oral? Plutôt écrit, moi. Plutôt oral. Ouais. Offre ou demande? Demande. Pas la peine de créer de la suroffre. Ça me perturbe là, le vocabulaire marché. Ouais, j'avoue, pour terminer. Pas où je l'ai sorti celui-là. Mais intéressant, ouais. Ouais. Non, offre parce qu'il en manque, il manque d'alternatives en fait aujourd'hui et la demande elle vient. Enfin, nous par exemple, quand on a fait notre étude de marché chez l'ITA, personne ne voulait du LITA. Je veux dire, il a fallu amener l'ITA sur le marché pour que les gens se rendent compte qu'il fallait investir dans des entreprises de l'économie sociale. Mais à l'époque, personne ne savait le voulait. Merci. Mathilde, je crois que tu es avec nous. Est-ce que tu as une question à partager qui sort du chat et qui, j'en ai vu une sur le Move, mais on y viendra après, mais voilà, sur le registre personnel ou pour amorcer le parcours et la posture entrepreneuriale? Oui, désolée, j'ai un problème de caméra, donc je serai uniquement la voix d'Enactus aujourd'hui. Mais oui, on a une question de la part de Cédriane qui vous demande si vous avez fait une rencontre déterminante justement dans vos premières années de parcours qui vous a permis justement d'avancer sur vos choix. Merci la voix. Ouais, moi, c'est mon associé. Enfin, je l'ai rencontré en prépa. Et lui, c'est un peu, on avait fait le truc là, que tu viens de faire à la Combini. Là. Ouais, le Fast and Furious. Fast and Furious. Il aurait répondu l'inverse en fait. Ouais. Et d'ailleurs, ça me permet de vous parler un peu de ça, de comment est-ce qu'on sait qu'on est avec le bon associé. Je pense que ce côté, il faut un ingé pour un commercial, etc., c'est de la connerie. Enfin, je veux dire, des compétences, ça se recrute. Par contre, il faut des profils extrêmement complémentaires en termes de vision, de capacité à faire et surtout de levier d'épanouissement. Il ne faut pas que vous ayez avec votre associé la même manière de vous épanouir dans une entreprise. Par exemple, mon associé s'épanouit à structurer, à embaucher, à consolider, à comprendre systématiquement tout l'aspect concret des choses, à les formaliser, etc. Moi, je m'épanouis en développant la structure, en trouvant des opportunités, en développant un projet politique autour de ma boîte, en faisant parler, en faisant de la com, etc. Par contre, chacun peut faire les deux. Les redémarrages de la boîte, moi, j'ai fait des Excel et j'ai appelé des investisseurs et j'ai fait du recrutement. Et lui parlait aussi dans les médias. C'est juste que au fur et à mesure que les rôles se creusent, quand on commence à avoir 40, 50 salariés, etc., il faut que vous ayez les mêmes leviers d'épanouissement, sinon ça peut devenir conflictuel. Donc voilà. Et moi, c'était une rencontre fondamentale qui m'a. Enfin, je pensais pas être capable de monter une entreprise et c'est grâce à cette rencontre que j'ai fait en prépa avec lui et c'est avec lui que j'ai monté mon asso au Togo, etc. Que j'ai pu me dire que c'était possible d'être entrepreneur. Donc parfois, on n'est pas entrepreneur seul, mais on est entrepreneur à plusieurs en fait. Voilà. Ouais, moi j'aurais dit pareil, j'aurais dit mon associé aussi. Mais pour changer un peu le propos, il n'y a pas eu de rencontre décisive, mais il y a des gens qui nous ont inspirés.
Et il y a des pionniers qui étaient là avant nous. Alors évidemment, les gros poids lourds historiques de l'ESS, les Assos, les groupes SOS, les Vitamine T, les Ares, Unicité. Et puis plus récemment, en tout cas plus Tech ou Tech for Good, il y a des gens qui étaient là avant Phoenix, qui font un super boulot. Par exemple, Olivier et Pierre-Emmanuel de Microdon, qui est une boîte qui a 10 ans maintenant, qui fait de l'arrondi sur salaire et sur ticket de caisse, qui nous ont pas mal inspirés. David Laurin de Recyclivre, qui est un super entrepreneur aussi, qui donne une seconde vie aux bouquins d'occasion qui meurent dans vos bibliothèques. Et lui, il les récupère, il les remet en état via Ares d'ailleurs, avec un circuit d'insertion. Et il les vend en ligne moins cher qu'Amazon. Donc c'est une alternative solidaire avec une dynamique d'insertion par rapport à Amazon. Donc tous ces gens-là nous ont montré qu'on pouvait créer des boîtes à impact et des boîtes avec une dimension technologique aussi. Et donc voilà, ça fait partie des modèles qui m'ont fait dire qu'on pouvait faire la même chose sur l'alimentaire. Top, merci pour ce temps de partage. Du coup, on va basculer sur vos postures d'entrepreneur et entreprendre. Voilà, vous l'avez dit, ça vous apporte des joies. Il y a de l'engagement, c'est une manière d'avoir un projet politique, un projet de société. Et en même temps, c'est pas simple tous les jours. Si vous deviez partager un ou quelques flops que vous rencontrez, qui permet aussi de voir le revers aussi un peu de la médaille de l'entrepreneuriat. Voilà, ça serait quoi moi, je dirais que bon, il y en a eu plusieurs. On raconte toujours la belle histoire, mais en fait, il y a des problèmes. Donc déjà, en intro, j'ai parlé du premier flop qui était l'erreur de casting. C'était une erreur qui était assez grossière, donc on aurait dû s'en rendre compte, mais ça fait partie des erreurs. Et je pense même que c'est une des premières causes de mortalité des boîtes, ces erreurs de casting. Là. Mais une autre erreur que je peux partager, enfin il y en a deux, disons, c'est lié au défocus, grosso modo, donc à l'absence de focalisation sur un sujet stratégique. Nous, on a voulu aller très vite sur plein de terrains, gaspillage alimentaire, puis après on a voulu étendre au gaspillage vestimentaire, donc dans la fast fashion, toutes les fringues et le gaspillage textile que peuvent générer des Zara, des H&M, des Pimki, des Primark, etc. Puis après on a mis un pied dans le gaspillage du secteur du BTP, tout ce qui est construction, déconstruction, rénovation de chambres d'hôtel, Grand Paris, chantier des JO, etc. On s'est dit il y a une opportunité, on va faire de l'économie circulaire dans le BTP. Et puis en fait, ces trucs-là, c'était trop, on était trop jeunes, on n'était pas assez stable et pas assez costaud sur notre pilier principal qui est la food et l'alimentaire. Et donc on a perdu un peu de temps à explorer un secteur qui n'était pas le nôtre, où il y avait d'autres acteurs plus légitimes, plus experts. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment ça, c'est il faut pas vouloir tout faire trop vite, aller sur tous les terrains. Il faut choisir ses batailles, renoncer et se focaliser sur un secteur, un produit, un service. Mais voilà, nous, on a peut-être voulu trop faire trop vite. Ok. Un flop, alors je me souviens, c'était la première année de l'ITA. On démarre sur le secteur financier hyper régulé et on a fait une connerie juridique. Enfin, il y a un bulletin qu'on a mal écrit. Et bon, il se trouvait que c'était pas si grave que ça au final, mais pendant 3 semaines, on pensait qu'en fait toute une opération de levée de fonds qu'on avait fait sur la plateforme de près de 600 000 € était caduque. Et il y avait en fait des gens qui avaient défiscalisé, je vous en passe, mais en gros, on avait un risque financier énorme au démarrage du fait d'une erreur qu'on avait fait dans un texte. C'est quelque chose auquel on peut être très confronté quand on va sur des secteurs extrêmement régulés et on peut en faire, enfin voilà, tu vois ta carrière défiler, quoi. Tu as 24 ans, tu as un scandale fiscal, enfin bon, c'est fini, quoi. En plus, cliché à souhait, enfin bref. Du coup, donc voilà, donc on s'est dit qu'on a eu extrêmement peur. Donc c'est après qu'on a vraiment réalisé que même si on était dans une start-up, si on est sur des sujets extrêmement complexes, voilà, il ne faut pas léser sur le coup d'un avocat. Voilà, on ne peut pas tout faire les mains dans le cambouis. Il y a des secteurs qui ils sont pas super fun et on ne peut pas tout faire en mode lean. Et parfois dans les incubateurs, je trouve qu'on a trop tendance à dire ouais, vous pouvez tout faire avec un petit bout de ficelle. Enfin, il y a des secteurs sur lesquels il faut faire attention et il faut se protéger quand même, donc et se professionnaliser. Donc voilà, je conseillerais de vraiment s'entourer aussi d'experts du secteur pour nous permettre de nous donner un peu les lignes là-dessus. Donc voilà, moi mon plus gros flop parce que je suis failli en faire un infarctus.
Top. Merci pour ce partage. J'ai plein d'autres questions, mais je vois que le chat commence à s'activer. Du coup, Mathilde, est-ce que tu peux nous partager 2 questions? On va faire un coup double. Oui, on a une question de Benjamin voilà, qui vous demande, parce que vous avez tous les deux une forte présence médiatique dans le secteur de l'ESS, et c'est un vrai engagement de votre part. Et comment est-ce que vous arrivez à le combiner avec la gestion de votre boîte? Alors ouais, non, c'est clair que c'est une bonne question et c'est un vrai sujet à la fois de tension pour moi et de manière générale. Donc moi, le premier élément de réponse, c'est que ça fait partie de ma fiche de poste. Quoi, grosso modo, en tant que président de Phoenix, la boîte fait à peu près 170 salariés, 180 maintenant. Et donc plus la boîte évolue, plus elle grossit, plus le job consiste à lâcher un peu les mains de l'opérationnel. Si je fais un parallèle, c'est un peu comme si tu étais chef d'orchestre. Tu touches pas un instrument en fait. Donc au début, tu es le premier violon, c'est toi qui portes le truc, tu fais tout. Puis après, un peu moins, et puis au bout d'un moment, tu t'es juste. T'as plus les instruments. Et pareil au foot. Au foot, au début, tu es sur le terrain, tu fais tout, puis tu deviens capitaine de l'équipe, un peu plus en organisation, puis ensuite tu es entraîneur sur le banc, et c'est toi qui choisis l'équipe, mais tu joues plus, tu es plus décisif dans le match. Donc moi, c'est un peu ça, et du coup, moi, je divise mon temps en 3 tiers. J'ai un tiers qui est de la relation investisseur et de la relation financeur, historique, actuel et futur. Faire du reporting, quoi, grosso modo, aux gens qui ont investi un peu plus de 20 millions d'euros dans Phoenix, auprès de qui j'ai des comptes à rendre. Même si c'est des gens de l'impact investing bienveillants, il faut quand même qu'on les tienne au courant. Donc ça, c'est une partie de mon job. J'ai un tiers de mon temps qui est le plus important et qui est de la co-décision et de la stratégie de recrutement, en lien avec mon associé Baptiste. Et puis, j'ai un dernier tiers de mon temps qui est celui-ci, qui est incarner la boîte, être la figure de proue à l'extérieur, représenter, prendre la parole, montrer que c'est possible. Donc, à la fois pour servir les intérêts de Phoenix, mais pas que. Au-delà de ça, je pense que notre job maintenant, en tant que pionnier, que boîte qui a réussi ou qui est en train de réussir, il faut qu'on serve une cause qui dépasse Phoenix et qu'on inspire, qu'on ait un rôle de rôle modèle, justement, qu'on donne envie à des gens comme vous, en montrant que c'est possible, qu'on peut passer de 0 à 200 salariés en 5 ans et qu'il y a une voie médiane pour des entreprises un peu réinventées. Donc, c'est clair que je prends du temps qui pourrait être mis à disposition de faire du commercial pour Phoenix ou d'aller chercher plus de financement, plus de talents, plus de clients, mais je pense que c'est une partie de notre job maintenant de porter un message un peu plus global. Donc ça, c'est comme ça que je justifie ça. Mais je reste, c'est la deuxième partie de la réponse, je reste ultra vigilant sur l'utilisation de mon temps. J'ai un usage assez radical de mon temps. Déjà, bon, comme Eva, je pense qu'on est des workaholics, donc je compense avec des journées qui font plutôt 18 heures que 7 heures, des journées de boulot. Et puis après, le reste du temps, j'essaie de ne pas avoir de temps mort. Quand je suis dans un train, quand je suis dans le métro, quand je suis même en regardant une série, parfois j'ai du mal à débrancher, mais voilà, chaque minute est mise au service d'une des causes, que ce soit le Move, Tech for Good France ou Phoenix. Jusqu'au jour où je partirai en burn-out. Et pour l'instant, ça. Et tes gamins et bah, je me suis oublié la question. Pardon. Mathilde? Pardon, oui. Comment est-ce que tu le sais pour combiner ta présence médiatique et... Oui. Bah, écoutez, en fait, il faut savoir que l'ITA, c'est un hybride. En fait, c'est vraiment entre une ONG et une entreprise, parce qu'on a effectivement nos outils, nos plateformes, on a une banque d'affaires, on a des médias pour démocratiser des sujets de finances durables. On a une application mobile qui va décrypter les impacts carbone et les impacts sociétaux de l'épargne. En fait, notre travail nécessite une énorme phase de démocratisation de médias. Donc, en fait, moi, le travail médiatique que je fais, je considère faire partie de notre travail d'activiste financier chez l'ITA, en fait. C'est vraiment structurant dans la réussite de l'ITA que de faire de la pédagogie qui va au-delà de l'ITA. C'est de démocratiser des sujets d'économie durable au niveau médiatique, au niveau des cercles économiques, au niveau politique. C'est ce qui va permettre aux entreprises sociales de grandir. Donc, c'est l'objectif de l'ITA, c'est la mission de l'ITA. Donc, en fait, c'est parfaitement aligné.
Donc, moi, j'ai pas du tout de problème en termes de répartition du temps. Si je fais une semaine de médias, c'est pas grave. Je veux dire, ça bénéficie à l'ITA, ça bénéficie au MOU, ça bénéficie à Tech for Good France. Donc, voilà. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement de pas représenter les intérêts particuliers de l'ITA. Mais en fait, ça permet, enfin, j'ai même pas besoin de le faire, en fait, que naturellement, ça permet vraiment de sensibiliser le grand public au fait que c'est cette économie qui doit dominer demain. Donc, voilà. Et puis, comme dit Jean, moi, effectivement, aussi, je travaille, bah voilà, 6-7 jours par semaine. Il faut savoir que si on veut devenir des entrepreneurs un peu comme nous, de gérer une boîte, des mouvements, une présence médiatique, etc., il y a pas mal de choses qu'on abandonne ou du moins, il faut être prêt à extrêmement s'investir. C'est un choix aussi qu'on fait pour sa vie et pendant une période de temps donnée, quoi. Trop bien. Je rebondis sur, alors du coup, c'est moi qui pose la question, mais sur une question de Jean-Maël qui, comment ne pas se disperser par rapport à tout ça, justement, et notamment au début de son projet. Donc là, vous avez atteint une maturité, vous avez des équipes qui vous permettent de dégager du temps et en effet de faire ce travail de démocratisation, de promotion, de rencontre, de plaidoyer. Mais si on revient sur le démarrage du projet, comment justement ne pas se disperser, s'organiser dans les premières phases? Bah, de toute façon, le plus important au début, c'est de montrer qu'on est légitime, donc on a une boîte qui fonctionne. Donc au début, il faut effectivement mettre les mains dans le cambouis, être dédié à sa boîte et à son organisation. Et c'est au fur et à mesure qu'on prend un peu plus le temps. Moi, je sais que je m'organise très très mal. J'organise très mal mon agenda. Enfin voilà, je ne pensais pas être capable d'avoir ce type d'emploi du temps avant. Du coup, très rapidement, j'ai pris quelqu'un avec moi qui m'aide à organiser mon agenda, mon temps, mes prises de parole, etc. C'est pas par snobisme d'avoir une assistante ou machin, etc. C'est parce que très honnêtement, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis à un moment de passer une échelle dans mon organisation. Donc parfois, il faut se dire que quand on atteint un certain niveau, même pas forcément une équipe d'une vingtaine de personnes et qu'on a ces ambitions-là, ça peut être très utile aussi que de se faire aider. Il ne faut pas avoir peur de se faire aider là-dessus et même sur sa prise de parole, sur ses éléments de langage, etc. Je sais que j'ai un directeur du plaidoyer et une assistante et que ça vraiment, c'est extrêmement efficace pour l'ensemble de la boîte et surtout pour diffuser aussi toute cette activité au sein de la boîte et que ce ne soit pas un truc perso géré et que du coup les autres membres de la société ne puissent pas y participer. Ouais, je dirais pareil en 2 mots. Au début, c'est focus exécution. Il faut que la boîte fonctionne, il faut que le service ou le produit réponde à un besoin. Et après, le reste, ça va naturellement. Hein. Quand on a une structure, enfin une asso, une boîte, peu importe, qui marche, les sollicitations, elles viennent d'elles-mêmes, les sollicitations médiatiques, écosystème, etc. Mais au début, il ne faut pas y passer trop de temps, il faut être focus exécution, son produit, son service, son équipe, ses clients. Et on peut commencer à fanfaronner quand on a passé des caps au bout de 4, 5, 6 ans, mais pas forcément avant. Sur cette démarche entrepreneuriale, parce qu'il y a une autre question qui était posée. Alors faut que je retrouve le nom. Je crois que c'était d'Inès. Si je ne me trompe pas, non, c'est pas Inès. En tout cas, ça va revenir. Mais c'était au départ, les gens ne croyaient pas forcément votre projet. Et notamment, Eva, tu disais que tu avais fait une étude de marché et ça montrait que finalement, il n'y avait pas de demande pour ça. Comment est-ce que on distingue le côté voilà, je suis fou et à côté de la plaque versus en fait, je suis vraiment dans un projet d'innovation. Les gens ne savent pas encore que ça va être innovant, mais je persévère parce que j'y crois. Et comment tu distingues les deux? En fait, on renverse un paradigme marketing qui est l'analyse du besoin à la mission sociale. En fait, c'est qu'on part de la mission, on part du besoin. Et nous, quand on arrivait sur le marché, on voyait que l'épargne des Français était structurée de manière catastrophique. Ils étaient incapables de lier finance et impact social et environnemental, voilà. Et puis derrière, on voyait également que beaucoup d'entreprises écologiques et sociétales avaient énormément de difficultés à se financer. Et qu'elles n'arrivaient pas du coup à passer une certaine échelle, que les fonds d'impact aussi avaient du mal à financer l'innovation, étaient très dans du business traditionnel. Et quand elles fonctionnaient, ça veut dire les belles entreprises, elles étaient financées finalement indirectement par des institutionnels classiques. Donc en fait, c'était les gens d'hier qui faisaient le monde de demain au niveau capitalistique. Et quand on apprend que la raison pour laquelle l'économie est structurée
de cette manière-là, c'est la question de l'actionnariat qui pose énormément de problèmes, les dynamiques actionnariales. Et ben, on se dit, putain, ces entreprises-là vont être gérées par les investisseurs capitalistes classiques. Donc, c'est dit, il y a un problème, c'est pas normal. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait créer l'envie d'être, parce qu'on voyait à côté quand même que le particulier était activiste dans sa consommation, consommait, commençait à se préoccuper, mais qu'il n'identifiait pas la finance comme un levier d'action. Et donc, notre objectif, c'était de lui montrer que ça en pouvait être un. Et côté entrepreneur, on voyait qu'effectivement, ils disaient, ah ouais, c'est plus simple quand même de gérer des gros fonds et puis c'est plus stylé de faire ma levée de fonds avec ce VC plutôt que de faire avec des centaines de petits individus. Ça fait pas pro, quoi. Et en fait, on a essayé de lui montrer que non, ça pouvait faire pro. Donc, en fait, c'était avec l'outil qu'on a montré que les peurs qu'il y avait autour de ce projet pouvaient être combattues avec un outil performant et avec une équipe experte, professionnelle et engagée. Merci. Jean, comment sont les démarrages je de ton côté je peux envoyer. Nous, enfin, comment dirais-je? Nous, on a deux types de clients, mais grosso modo, bon, on a à la fois des petites boutiques, des petits restaurants, des primeurs, des boulangers qui proposent notre application mobile pour qu'ils revendent leurs invendus aux consommateurs à prix cassé. Donc ça, c'est des cycles de vente assez courts. Il faut aller voir quasiment porte-à-porte chaque petit commerçant pour les mettre sur l'application mobile, grand public. Et à côté de ça, on a une activité auprès des grands groupes, notamment Carrefour, Casino, Franprix, Leclerc, Intermarché, Super U. Et donc, par rapport à tous ces gros groupes de plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, par rapport à toutes ces grandes marques, nous, notre enjeu quand on s'est créé en 2014, c'est que on n'existait pas, on était tout petit. La marque n'était pas connue, on avait une équipe, c'était nos deux cofondateurs et deux stagiaires. En plus, comme j'ai dit en introduction, j'étais pas du secteur, donc ça compte quand même. Si j'avais été un ancien chef de rayon, si j'avais été un ancien directeur de magasin, peut-être que j'aurais eu un peu plus de crédit. Mais le fait que je vienne d'un secteur totalement différent et que je ne connaisse pas le monde de la distribution, ni celui des assos, ni celui du gaspillage, ça nous a porté préjudice. Donc il a fallu faire d'autant plus nos preuves, montrer qu'on était sérieux, qu'on était solide et qu'on avait un service qui tenait la route et que la boîte était là pour durer, quoi, et qu'on n'était pas une sorte de météorite qui va faire pchit en quelques mois. Donc il y avait ce sujet-là, crédibilité. Deuxième sujet, c'était les cycles de vente, parce que travailler avec des grands groupes, c'est très long. Donc ça prend 18, 24 mois, donc il faut s'accrocher avant de signer un contrat. Le dernier truc, c'est pas être trop en avance sur son marché. C'est ce qu'on appelle le fameux time to market. Donc nous, on s'est lancé sur le gaspillage en 2013. Et c'était bien, mais c'était presque un tout petit peu trop tôt par rapport à un timing qui aurait été idéal et qui aurait été plutôt 2-3 ans plus tard, quoi, puisqu'il y a une loi anti-gaspillage qui est tombée en 2016-2017. Et donc parfois c'est ça. Parfois on a la bonne idée, la bonne vision, la bonne anticipation, la bonne intuition, mais elle arrive un tout petit peu trop tôt par rapport au marché qui n'est pas prêt. Ouais. Et en même temps, ça vous a permis d'être prêt au moment où elle est sortie. Ouais, absolument. Et puis d'avoir du coup cette casquette de pionnier et de leader, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on peut. Vas-y, Eva. Ouais. Par rapport à ça, parce qu'il y avait aussi plusieurs questions sur les erreurs de casting, il y a aussi, et on parlait de légitimité. C'est vrai que quand on a un jeune entrepreneur ou même un moins jeune, enfin attention, quand on n'est pas entrepreneur à la base et qu'on n'est pas montré carte d'entreprise, on a un souci de légitimité. Et je pense que le problème le syndrome de l'imposteur est d'autant plus présent chez les femmes, mais ça c'est un autre sujet. Même encore aujourd'hui, on rigole avec Jean. Moi, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur parfois. Alors qu'on a fait nos preuves et qu'on se trouve beaucoup plus légitime sur notre parole que beaucoup d'autres. Et pour ça, parfois, on peut faire des erreurs de jugement en termes de ressources. Moi, je sais que j'en ai fait plusieurs, et notamment au tout début, quand je me disais, bah, je suis pas experte, je suis une femme avec ma tête, personne ne va me croire, on va développer un nouveau marché. Voilà, j'avais des regains de peur raciste, etc. Et du coup, je m'étais dit, bon, faut que je prenne quelqu'un qui représente vachement bien le secteur de la finance, un mâle blanc de plus de 45 ans, qui a bossé dans le secteur bancaire, qui va être légitime, qui va me donner la légitimité d'eux. Et du coup, j'étais trop attachée à ça et pas assez, du coup, à la personne. Et j'avais eu plusieurs fois des doutes. Et il se trouve que, bon, au final, ça s'est complètement retourné contre moi. C'est très, très mal fini. La personne a même tenu des propos extrêmement misogynes, etc. Mais
Mais ceci étant, en fait, ça permet juste de relever le fait que quand il y a un doute en recrutement, pas de doute. Et il ne faut pas souffrir de ce syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat social, personne n'est capable de. On devient un leader, on devient un entrepreneur en faisant. Et si vous avez la bonne intuition, entourez-vous de compétences, mais sentez-vous légitime, quoi. Enfin, on a tendance, la starification des entrepreneurs peut avoir des bons et des mauvais côtés. C'est qu'on a l'impression qu'on va être incapable d'arriver à ça. Moi, au début, quand je regardais des Jean-Marc Borrello, des machins, jamais j'aurais pu imaginer que je les aurais remplacés à la tête d'une organisation comme le Move. Et au final, en fait, quand on lâche l'affaire avec ça et qu'on travaille, parce qu'il faut énormément travailler, qu'on a une mission et qu'on décide d'y consacrer du temps, bah, moi, je pense qu'on peut réussir. Au-delà du lancez-vous, parce que je sais que quelqu'un a fait la blague autour du lancez-vous classique. C'est pas ça, c'est en tout cas de poursuivre votre mission et de bosser pour y arriver. Et il faut travailler. Voilà, faut vraiment beaucoup travailler. Ah ouais, et puis bon, je pense qu'on partage ça, de dire que le leadership, la posture entrepreneuriale n'est pas innée, hein, et qu'en fait, c'est le résultat d'une succession d'expériences, chaque expérience permettant d'en faire une suivante et voilà, de développer cette posture-là. Vous, en termes d'expérience, on a une nouvelle qui arrive. Vous prenez la coprésidence du Move. Du coup, il nous reste 6 minutes pour rester dans notre timing. Donc, 6 minutes, ça va être court, mais est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire voilà, quelques mots sur le Move? Oui, c'est moi ou c'est moi? Non, c'est lui, c'est lui. C'est moi, c'est ma connexion. Donc, je reformule ma question. Ça bloque chez toi, mais on a compris la question, je crois. Eva, tu veux commencer ou... Vas-y, je t'en prie, je réponds en même temps à des questions sur l'ITA par chat. Ok. Donc, quelle est la vision sur le Move? Donc, déjà, la première c'est ça, l'élan, 2 mots sur le Move et l'élan derrière votre présidence. Ouais. Alors, le Move, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Qui vient de renouveler sa gouvernance jeudi dernier, donc c'est tout frais, il y a 4 jours. Il y a eu 3 présidents jusqu'à maintenant, enfin 4. Il y a eu Jean-Marc Borrello, groupe SOS, André Dupont, Vitamine T, Christophe Itier, qui a lâché son mandat en cours de route à Jonathan Jérémiaz. Et donc nous, avec Eva, on vient d'être élus coprésident jeudi dernier, avec une liste de 35 administrateurs. Donc on est super fiers de ça. La vision qu'on a, c'est que jusqu'à maintenant, on était déjà à la tête, tous les deux, en coprésidence d'un réseau qui s'appelle Tech for Good France, qui est un réseau qui réunit toutes les entreprises digitales, qu'elles soient high-tech ou low-tech, d'ailleurs, qui ont au cœur de leur moteur la résolution d'un ou plusieurs ODD de l'ONU. Et donc la vision qu'on a, c'est qu'on va fusionner ces deux réseaux, Tech for Good France et le Move, pour créer un réseau plus vaste, plus englobant, qui brasse un peu plus large, qui va au-delà de l'ESS traditionnel et au-delà de la Tech for Good pure, puisque dans le board, on a réuni à la fois des gens comme le président de Biocop, le président de Max Havelaar, donc qui ont des modèles traditionnels de physique, et puis des Julie Chapon de Yuka, AssoConnect, Label Emmaüs, la Croix-Rouge. Donc voilà, on fait un peu un grand écart, mais toujours avec une cohérence et avec la volonté de créer une alternative sociale et écologique au MEDEF, sans agressivité, mais juste dire qu'il y a un autre patronat qui émerge, avec une vision un peu plus progressiste, moins dirigiste, moins à l'ancienne, et avec plusieurs piliers: partage des richesses, partage de la gouvernance, impact social et impact environnemental. Et je vais laisser Eva rebondir là-dessus, parce que c'est son dada. Sur le plaidoyer, pardon? Ouais, sur les 4 piliers du Move et où est-ce qu'on veut emmener la structure. Ouais, alors effectivement, notre but, c'est vraiment de fédérer et de permettre à cette économie de peser. On a expérimenté avec Nous sommes demain, je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain, la fusion entre tous les acteurs qui mettent l'impact au cœur de leur modèle, que ce soit la mission, que ce soit l'ESS, que ce soit l'entreprise Bicorp, etc., au final, pour réaliser qu'on était assez alignés tous. C'était guerre de chapelle, c'est l'éternelle lutte des gauches, entre grandes guillemets, et c'est vraiment con, parce que derrière, on est tous au service de ces 4 piliers, effectivement, partage du pouvoir, partage de la valeur, impact social, impact environnemental. Par contre, on s'est dit qu'il manquait d'une organisation professionnelle qui était capable de porter ces combats, de faire rayonner
tous ces acteurs du secteur, de les faire peser au niveau économique, parce qu'avec Nous sommes demain, c'est 15% de l'économie. Donc, on est capable, avec les acteurs du secteur, de vraiment avoir une optique de plaidoyer extrêmement forte, de permettre aussi à tous les entrepreneurs de passer à l'échelle, s'ils le souhaitent. C'est pas un modèle en soi. Donc, c'est fédérer aussi des acteurs territoriaux et des ceux qui le souhaitent à passer à l'échelle. Avec des dispositifs, on va co-créer des fonds, on va essayer vraiment de pousser des dynamiques plus globales qui permettent à ces entrepreneurs de grandir avec le mouvement et aussi d'accompagner les entrepreneurs et les PME qui se sentent plus représentés par le MEDEF, qui demandent des moratoires sur les normes environnementales, etc. Donc, qui en fait n'est pas dans les enjeux actuels. Le MEDEF, c'est 95% de PME. 80% du programme du MEDEF, c'est des réductions fiscales pour les grandes entreprises. C'est des dispositifs fiscaux qui, en fait, ne bénéficient vraiment qu'aux grandes entreprises. Donc, il y a vraiment un problème parce que les PME elles-mêmes qui intègrent des enjeux de transition se sentent plus représentées. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi accompagner ces mouvements de PME à faire le switch, à passer au cas de valeur et à devenir des entreprises de la transition pour encore plus peser, faire rayonner le modèle au niveau politique et médiatique. Trop bien. C'est hyper frustrant parce que je pense qu'il y a pas mal d'autres questions dans le chat. Moi, j'avais plein de sujets que j'avais envie d'aborder avec vous. Mais on arrive à la fin de ce temps. Il nous reste 2 minutes. Je vais vous laisser le mot de la fin pour vous. Juste avant ça, je vous représente nos prochains rendez-vous qui auront lieu dans le cadre du festival Enactus. Prochain rendez-vous, il y en a un demain. Du coup, on a 3 alumni qui ont du coup fait Enactus, qui aujourd'hui sont à la fois entrepreneurs, sont salariés dans un incubateur pour entrepreneurs sociaux ou sont à la tête d'une entreprise de conseil en développement durable, qui reviendront sur leur démarrage dans la vie professionnelle et puis sur ce qui les porte aujourd'hui. Et puis le rendez-vous suivant sera vendredi à 14h30 sur Facebook Live pour annoncer les grands lauréats de différents challenges entrepreneuriaux qu'on a portés, mais aussi le grand champion national d'Enactus France qui représentera la France à l'Enactus World Cup. Donc ça sera en direct sur Facebook vendredi à 14h30. Le message de la fin, Eva et Jean, sera pour vous. Un petit mot voilà, pour conclure, pour un message que vous avez envie de transmettre au public qui vous écoute, qu'il soit étudiant ou plus étudiant, qu'il soit entrepreneur ou pas. Le mot de la fin est pour vous. Moi, ça va être simple. Hein. Je pense que la période, le timing est ultra favorable pour l'entrepreneuriat à impact. C'est aussi pour ça qu'on a accepté de prendre la mission à la tête du Move avec Eva. Parce que je pense qu'on va pouvoir passer de la logique de pionnier qui pèse à peu près un peu moins de 10% de l'économie à une logique beaucoup plus mainstream et beaucoup plus dominante, en tout cas progressivement. Et je pense que ça va se jouer dans les 3-4 ans qui viennent. Donc, ce qui veut dire que pour vous, les entrepreneurs ou tous ceux qui veulent s'engager dans les carrières ESS, RSE, développement durable, impact au sens large, vous allez avoir un rôle super important pour porter cette transition. Et moi, j'ai vachement confiance dans la génération qui vient pour porter ces sujets, les remettre en haut de l'agenda stratégique et aider toutes les grosses entreprises à faire la transition, parce que ça ne viendra pas que des petites boîtes et que les entrepreneurs, ça viendra aussi par la pollinisation qu'on pourra avoir auprès des grands groupes et de ceux qui pèsent lourd et qui gèrent beaucoup d'emplois et qui ont beaucoup d'impact. Donc voilà, partout, vous pouvez avoir un rôle à jouer, pas forcément juste en tant qu'entrepreneur, hein, ce n'est pas la seule voie, mais en tant que salarié décideur dans un grand groupe, vous pouvez changer des pratiques, changer des chaînes d'approvisionnement, changer des sous-traitants, changer des façons de faire. Et ça peut avoir un impact at scale, comme on dit, qui est massif. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce job un peu partout et à infiltrer les organisations pour conduire le changement. Trop bien, merci Jean. Eva? Non, mais je suis assez d'accord. Il faut rompre avec ce décalage prométhéen. Enfin, tout ce que vous pensez, il faut le faire. Il ne faut pas traiter les parties professionnelles, personnelles de votre vie comme des cas isolés. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de radicalité, on a besoin d'activisme. L'obligation de moyens, elle ne vaut plus. Et chacun peut s'engager à plein de niveaux. Par contre, effectivement, voilà, c'est pas le Graal d'être entrepreneur. Nous, dans notre équipe,
c'est que des entrepreneurs. Enfin, je veux dire, chacun gère son activité, la développe, crée, participe à la stratégie. Enfin, aujourd'hui, les nouvelles organisations qu'on développe, elles permettent à tout le monde de pouvoir entreprendre aussi au sein d'une structure. On peut le faire en politique, on peut le faire en médias, on peut le faire en tant qu'artiste, etc. Par contre, il faut s'aligner avec les enjeux. Il ne faut plus avoir peur de les défendre. Il faut aussi montrer que d'autres profils entrepreneuriales sont possibles parce que malgré tout, voilà, ça reste quand même encore peu diversifié. Le milieu de l'entrepreneuriat social, les têtes de pont, etc. Et ce serait bien de voir plus de différents profils, plus de parité, plus de diversité. Et du coup, plus de diversité de vision aussi, forcément. Ça peut qu'enrichir notre écosystème. Voilà. Merci, merci à tous les deux. La relève, elle est là, elle vous écoute, elle est engagée et elle porte énormément de choses en elle. Donc, c'est voilà, pas mal de confiance pour l'avenir. Un grand merci à tous les deux pour voilà, cette heure passée ensemble, pour votre témoignage, vos conseils, vos retours, vos partages d'expérience. Un grand merci à celles et ceux qui nous écoutent. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Merci Émeric, merci à tous, merci Anactos. Merci Émeric, c'est top. Désolée, j'étais à fond dans le chat. Salut, merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et merci Mathilde pour le relais des questions. Merci Mathilde, merci à vous. Merci à toi Émeric. Au revoir.